Chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, bonne soirée encore une fois. Euh, Nous voici donc en plein dans nos émissions de ce mardi 10 août 2021. Vous êtes avec Aloïse Simunga au micro de la radio Oumoui, mais j'ai un invité de marque que je voudrais d'abord saluer et vous le présenter. C'est l'ambassadeur d'Aguilimana Jean-Marie Vianney, que je salue et à qui je souhaite la bienvenue dans nos émissions. Ambassadeur d'Aguilimana Jean-Marie Vianney, bonsoir. Bonsoir, Aloïse Simunga. Vous êtes bien habillé. Hein? C'est possible. Comme souvent. Je confirme. Simplement, mais bien, quoi. Oui. Merci. Vous savez, ce qui est simple, c'est surtout ce qui est souvent bien. Hein? Les gens cherchent à compliquer les choses et pour rien, comme dans notre émission que nous allons avoir ce soir, où les gens se sont trompés sur une personne, ils ont essayé de chercher loin, alors que la personne, la vraie personne était la personne simple qu'ils voyaient. Et nous allons voir ce qui s'est passé avec vous. Voilà, je vous dis donc bienvenue et merci encore une fois de nous rejoindre dans nos émissions de mardi. Et tout de suite, je vais présenter le sujet de notre émission, une émission qui va être courte compte tenu du sujet, et parce que Radio Oumoui a voulu que soit levé l'équivoque à propos d'un Rwandais, un Rwandais de l'histoire malheureuse d'un Rwandais qui a commis quelques crimes, mais son état de santé justifie ou ne justifie pas les crimes qu'il a commis. Est-ce que la personne, qui est la personne, nous allons essayer donc de savoir qui est la personne de Emmanuel Abayisenga, parce qu'il s'agit de lui qui se serait présenté auprès de la police hier, si je ne m'abuse, en disant qu'il venait de tuer le prêtre français de la congrégation de Montfort, Saint-Louis de Montfort, donc l'abbé Olivier Maire. Comme c'est une histoire qui s'est passée en France, on s'est tourné encore une fois avec vous, ambassadeur d'Aguilimana Jean-Marie Vianney, puisque vous y habitez, puisque vous connaissez le milieu des Rwandais qui sont en France. Alors, on se tourne encore une fois vers vous, surtout que, hors micro, vous m'avez affirmé d'avoir des contacts avec certains membres de sa famille. Donc, cela justifie votre invitation. C'est une histoire malheureuse, ambassadeur d'Aguilimana Jean-Marie Vianney. Moi, ça m'a fait un choc. Vous aussi, certainement. Absolument. Vous savez, quand vous connaissez une famille, quand vous avez des amis et que subitement, on leur apprend que leur neveu, fils, frère, cousin a commis ce que certains appellent déjà des ignominies, parce que incendier la cathédrale de Nantes, qui est une des plus belles de France, et même si elle n'était pas une des plus belles, c'est quand même une cathédrale, et qui, un an plus tard, assassine un prêtre qui veillait sur lui, qu'il a vraiment adulé, qu'il a protégé, qu'il a surprotégé même, disent certains. Ce n'est pas banal, donc c'est un événement de portée mondiale. Il n'y a pas que les Rwandais qui sont concernés par l'affaire Emmanuel Abayisenga. D'ailleurs, en primeur, je viens de vous envoyer, je l'ai reçu avec un certain retard. Si vous regardez sur dans votre boîte de réception, email, Aloïse, vous trouverez le communiqué. Vous êtes la première personne à lire ce communiqué émis par la famille d'Emmanuel à propos de tout ce qui se raconte dans la presse, dans les médias sociaux, les fake news, les fake photos,
et tout le reste, et la vraie histoire de la famille par rapport à la personnalité d'Emmanuel. C'est un communiqué assez concis. La famille m'a demandé de le distribuer et d'éventuellement ajouter d'ailleurs mon adresse pour tout contact. Parce que parfois, c'est des gens qui n'ont pas de contact avec la presse ou qui ne sont pas des juristes. Moi, je me suis engagé à défendre le jeune Emmanuel Abaï Senga, nonobstant tout ce que certains pensent de lui, nonobstant que certains veuillent l'accabler alors que c'est un jeune. Vous savez, Emmanuel Abaï Senga n'a même pas l'âge de mon fils aîné, hein. Il est plus jeune. Et je sais ce dont les jeunes sont capables, a fortiori lorsqu'ils ont des problèmes psychiatriques. Donc, ce n'est pas du misérabilisme, hein, ce n'est pas de la pitié. Non, c'est que c'est un être humain, c'est un Rwandais en plus, vivant en France, même s'il n'avait pas encore ses papiers. Ce n'est pas une bête, ce n'est pas un animal dont qu'on peut traiter comme on veut. Il a commis des erreurs, il a fait des crimes, il a commis plutôt des fautes lourdes même. Hein. Un meurtre, notamment, il a incendié la cathédrale, mais ça n'en fait pas moins un être humain, un compatriote. C'est pourquoi moi, avec l'accord de mes collègues de l'association Ibukabo Selengera Bose, nous avons, depuis le début de cette affaire, nous avons pris sur nous, non pas de le protéger, mais de dire la vérité, de corriger notamment tous ces fake news, des photos qui ne sont pas d'Emmanuel, on lui colle l'âge qui n'est pas le sien, on prête des choses à son père disparu depuis 1996. On parle de ses oncles qui seraient des génocidaires et qui purgent des peines d'emprisonnement à perpétuité, ce qui n'est pas vrai. Moi, j'avais dès le départ pris la peine d'approfondir la question et la problématique d'Emmanuel, sachant que, vous savez, les Rwandais, nous, lorsque quelqu'un a des soucis, parfois, il est attaqué de toutes parts. Chacun veut l'assimiler à l'autre. Et moi, je me suis senti assez proche de cet autre. Emmanuel représente l'autre. Oui, il y a d'abord l'humain. Ce que vous dites, c'est vraiment important hein, parce qu'on doit d'abord voir l'humain avant de le juger, avant de juger les actes qu'il a commis. D'abord le prendre comme un humain et puis essayer de comprendre avant de le juger. Essayer de savoir pourquoi. C'est vrai que les actes qu'il a commis sont lourdes, mais sont lourds. Mais est-ce qu'il les a commis de quelle manière? Est-ce que donc il faut d'abord chercher à comprendre et puis juger après la personne. Oui, je viens de voir effectivement le communiqué de presse de la famille d'Emmanuel Abaï Senga, d'ailleurs que je viens d'afficher aux écrans pour ceux qui nous regardent en image, où, comme vous le voyez, on va le lire. Vous pouvez éventuellement le lire, Aloïse, il n'est pas très long. Oui, c'est ce que j'allais faire. On va le lire en même temps que ceux qui nous regardent. Donc, communiqué de presse de la famille d'Emmanuel Abaï Senga, auteur présumé de l'incendie de la cathédrale de Nantes et du meurtre du père Olivier Maire. Un communiqué qui a été fait à Bruxelles le 10 août aujourd'hui, donc 2021. Après lecture des articles de presse parus en France et à l'étranger sur l'affaire Emmanuel Abaï Senga, je sous-signais Joseph Morasamongo, oncle paternel d'Emmanuel Abaï Senga, résident en Belgique, apporte le démenti suivant aux affirmations de presse. Point 1. J'affirme bien connaître la famille d'Emmanuel Abaï Senga, dont je suis un des 3 oncles paternels. Point 2. Aucun oncle paternel d'Emmanuel n'a pris part au génocide des Tutsis et aucun d'entre nous n'a fait l'objet de poursuites pour génocide. Je suis le plus âgé des 3 oncles paternels. 2 de mes frères vivent au Canada et moi en Belgique. Point 3.
Côté maternel, Emmanuel Abaïsenga avait deux oncles, dont l'un du nom de Gaspard Gassagara est mort longtemps avant le début de la guerre de 1990 ou 1990 pour les Belges, et l'autre du nom de Pascal Hategeka, mort après 1994. Il a été retrouvé sans vie dans une rigole sans aucune trace de violence. Il aurait succombé à une crise cardiaque. Point 4. Contrairement aux affirmations de certains journalistes, Aloïs Ndabakenga, père d'Emmanuel Abaïsenga, enseignant à l'école primaire de son village, son épouse et leurs enfants n'ont jamais fui le Rwanda pendant la période du génocide. La famille s'était réfugiée à Rwengera, Kibuye, située dans la zone humanitaire sûre, ZHS, sous la protection de l'opération Turquoise. Ils sont rentrés dans leur région d'origine dès la mise en place du nouveau gouvernement du FPR, dite d'Union nationale, répondant ainsi à l'appel du nouveau gouvernement qui leur annonçait que le pays était pacifié. Point 5. Mon grand frère Aloïs Ndabakenga, papa d'Emmanuel Abaïsenga, avait tout naturellement repris son poste d'enseignant à la même école du village. Il est décédé en février 1996. Il n'a fait l'objet de poursuites judiciaires, d'aucun dossier criminel et n'a jamais été en prison. Prétendre qu'il aurait été condamné post-mortem par les tribunaux Gacaca, c'est trahir le bon sens et le droit. On ne poursuit pas une personne décédée avant même toute poursuite. A fortiori, il n'a pas pu être condamné sans jugement. Point 6. Mon neveu Emmanuel Abaïsenga n'a jamais fait partie des enfants soldats Kadogo du FPR. Il avait 13 ans en 1994 et était élève à l'école primaire du village. Ceci est facile à vérifier pour quiconque est animé de bonne foi. Les images représentant prétendument Emmanuel ainsi que les informations qui circulent à son sujet dans certains médias sociaux et journaux font partie des fake news indignes d'une presse sérieuse. Point 7. Après ses études secondaires, Emmanuel Abaïsenga a réussi le concours d'entrée dans la police nationale comme des milliers d'autres jeunes de sa génération. C'est au moment où il a commencé à avoir des ennuis pour avoir marqué sa différence par rapport aux exactions des forces de sécurité qu'il a décidé de quitter le pays. Là aussi, comme des milliers d'autres jeunes Rwandais après 1994. La famille d'Emmanuel Abaïsenga, dont je suis le représentant, présente ses sincères condoléances à la famille, aux amis et confrères du père Olivier Maire, ainsi qu'aux paroissiens de la cathédrale de Nantes, et renouvelle sa confiance dans la justice française, seule indiquée pour dire le droit dans cette affaire qui a endeuillé tant de personnes et de familles. Signé Joseph Mourasamongo, oncle d'Emmanuel Abaïsenga. Voilà, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous venez de lire en même temps que moi donc, le communiqué de presse des membres de la famille d'Emmanuel Abaïsenga qui lève évidemment le voile sur certaines fausses rumeurs qui ont été circulées. Ambassadeur d'Agima Jean-Marie Vianney, c'est une bonne chose que ce communiqué soit et qu'il soit annoncé et son contenu, évidemment, contredit pas mal de choses qui ont été faites, donc, qui ont circulé à propos d'Emmanuel Abaïsenga et de sa famille. C'est bien vraiment de nous l'avoir apporté. Je ne pouvais pas faire autrement puisque, vous vous souvenez même, après l'incendie de la cathédrale, en fait, nous avions fait le choix de travailler dans la transparence, puisque nous avions la bonne information. D'abord,
personnellement, je vis en France. Je connais des membres de la famille qui n'avaient pas nécessairement la possibilité d'être en contact avec la presse ou avec les amis d'Emmanuel ou les Rwandais tout simplement. Ce qui m'avait le plus choqué, aujourd'hui, je le redis encore parce que j'ai constaté la même tendance. C'est cette maladie que nous avons, nous, Rwandais, pour une fois, j'incrimine vraiment peut-être notre culture. Hein. Nous avons la fâcheuse tendance à nous rejeter la faute. À travers Emmanuel, en fait, les vieux démons Hutu-Tutsi sont remontés à la surface. Ça m'a fortement choqué. Voilà un jeune... Ils ont politisé, ils ont politisé l'affaire, alors que c'est une affaire criminelle qui est entre les mains de la justice. Donc, pourquoi trafiquer l'identité de la personne qui n'a jamais nié par ailleurs? Au contraire, qui s'est présenté volontairement à la police, qui a dit ce qui s'était passé. Depuis l'incendie de la cathédrale, Emmanuel a aussitôt avoué et a raconté les circonstances, sauf que c'était flou. Vous savez, Emmanuel, il a 40 ans aujourd'hui, il avait 39 l'année dernière. C'est un jeune homme qui est fortement perturbé. D'abord, comme vous l'avez dit dans le communiqué, il avait 12 ans et demi, 13 ans. En 1994, il vivait dans sa famille, une famille heureuse, dont le père était un Mwalimu, enseignant. Vous connaissez la considération dont jouissent les enseignants, que ce soit à l'école primaire, au secondaire ou à l'université, les enseignants en général. Oui, la personne la plus respectable dans le village, dans la commune. Oui. Tout à fait. C'est ça l'image d'un enseignant. Oui. En plus, le père d'Emmanuel, non seulement il était enseignant, mais il avait en charge l'enseignement du catéchisme chez les jeunes chrétiens, parce que c'était une famille très chrétienne. Son papa était une sorte de, comment on les appelait encore en Kinyarwanda, catéchiste. Comment c'est quoi en Kinyarwanda? On les appelait les Mwarimu Agatigisimu. Voilà, catéchiste. Donc, il a vraiment formé des générations et des générations de jeunes chrétiens qui aspiraient au baptême et après le baptême à la confirmation, etc. Une personne très connue et très appréciée dans la région. Demandez à toutes les personnes qui ont connu le père d'Emmanuel, ils vous diront la même chose. Donc, ça, c'est une chose. Donc. Et en termes de positionnement politique, la famille d'Emmanuel aussi était connue pour être une famille, je dirais, centriste. En termes en ce qui concerne en tout cas la problématique ethnique du Rwanda, cette famille n'a jamais été considérée comme appartenant à un camp ou à un autre. C'était des Hutus, avec des mélanges quelque part loin dans leur famille, surtout la famille de maman, je pense. Mais ce n'est même pas la chose la plus importante. Ce qui est important, c'est que tous ceux qui ont vu l'attitude et le comportement de la famille d'Emmanuel Abaï-Senga en 1994 et avant, pendant la guerre, disent que le père a tout fait pour calmer le jeu. Dans la mesure où il pouvait le faire, bien sûr, parce que vous savez mieux que moi et que beaucoup d'autres, vous étiez à Kigali, vous avez tout fait pour sauver des gens et pour arrêter les massacres, mais vous savez, les miliciens étaient plus forts que tout le monde en 1994. Donc, tout ce que le père d'Emmanuel et sa famille ont pu faire, c'est quand même de fuir à temps l'arrivée du FPR dans leur région. Étant donné qu'ils avaient échappé au massacre qui était commis par les miliciens, ils sont quand même partis à temps, de temps qu'ils avaient un de leurs enfants qui était dans l'armée. Ce n'est pas le moment de parler d'autres personnes que d'Emmanuel ce soir. Eh bien, ils ont préféré se déplacer et rejoindre la zone humanitaire sûre qui était sous protection de l'opération turquoise. En l'occurrence,
ils ont passé quelque temps à Ruengira, Kibuye, avec des milliers d'autres déplacés. Et c'est après la victoire du FPR, après la prise du pouvoir par le FPR et la mise en place du nouveau gouvernement, que la famille d'Emmanuel Abaï Senga est rentrée. Donc, elle aurait pu poursuivre la fuite, traverser vers Kyangougou, Bukavu ou alors vers Gisenyi. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont fait confiance au nouveau gouvernement en disant, puisqu'il y a la paix, puisqu'on nous dit que la paix est là, que le pays est pacifié, le ministre Bihozagara est allé lui-même à Kibuye pour les convaincre de retourner dans leur terre. L'ancien major Oufik Teyeuse, je pense, il est allé lui aussi parce qu'il croyait, étant originaire de la même région, il est allé supplier et convaincre les gens de Gitarama surtout de rentrer au Rwanda. Et c'était un militaire, un officier supérieur de l'armée rwandaise. Eh bien, eux, ils sont rentrés chez eux, ils ont eu la vie sauve. Le problème, c'est que le major qui les avait fait revenir, lui, il a été massacré avec sa famille par les troupes du FPR. Ça aussi, c'est connu. Et ça a beaucoup affecté d'ailleurs toutes les populations qui étaient revenues de Kibuye suite à sa mission de pacification et d'incitation au retour. Et donc, il était des ex-phares, Non, c'était un ancien officier des phares. Un ancien, justement, un ancien officier des ex-phares, qui lui aussi est retourné dans la nouvelle armée du FPR. Je pense que vous le connaissez mieux que moi. Bon, c'est pourquoi j'essaie d'expliquer les zones d'ombre, justement, de votre récit. Oui, je l'ai connu certainement. Son cas est très connu. C'était un homme très raisonnable, mais il a fait confiance au FPR qu'il avait envoyé pour mener cette action, mais à son retour, il a été massacré avec toute sa famille. Oui. Autre chose que je pourrais réfléchir, c'est que Emmanuel Abaï Senga et sa famille donc, vivaient en Muhanga actuel. Donc, actuellement, on appelle Muhanga, mais dans le temps, avant le FPR, ça s'appelait la préfecture de Gitarama. C'est ça. Donc, toutes les personnes qui ont connu l'histoire perturbée de notre pays avant, pendant et après le génocide savent bien que des milliers de gens se sont déplacés, des centaines de milliers de gens se sont déplacés au fur et à mesure que le FPR prenait leur région, et ils se déplaçaient vers le côté Kibuye, Kiango, donc la zone sûre, la zone humanitaire sûre. Et après, ceux qui ne se sentaient pas coupables de quoi que ce soit pendant le génocide, ils rentraient juste après la fin de la zone humanitaire sûre, ou même après que cette zone donc, a été mise, a été finie, a été clôturée. Donc, tout le monde a regagné son point d'attache, donc là où il habitait. C'est comme cela qu'on peut expliquer le retour d'Abaï Senga et sa famille dans l'actuel Muhanga, où il s'est enrôlé comme policier, comme tout enfant ou tout adolescent à ce moment-là, qui voulait servir son pays. Merci de nous donner le profil de sa famille, ambassadeur d'Eximar Jean-Marie Vianney. Il fallait le faire. Quant au profil du jeune Emmanuel Abaï Senga, on peut comprendre qu'il a traversé des périodes très compliquées et au moment de son âge, parfois difficile à assumer et à ingérer. Je pense que cela ne s'est pas fait sans mal, comme beaucoup d'autres jeunes
enfants de cette période-là. Ceux qui ont eu la chance d'avoir des aides psychologiques, ils ont pu recouvrer toutes leurs facultés, mais il y en a d'autres, par contre, qui n'ont pas pu avoir la chance d'avoir de l'aide psychologique adéquate. Et je doute que Emmanuel Abaïsenga, si vous avez parlé avec sa famille, je pense que il n'a pas eu cette chance et que ça l'a marqué, ça c'est sûr. Ça l'a fort marqué parce qu'en 1994, il a assisté à toutes ces scènes que la plupart des Rwandais ont visionnées de leurs propres yeux. Emmanuel avait 12 ans et demi, 13 ans. Il a vu le massacre d'autres compatriotes dans leur région, dans sa région. Il a assisté à des crimes. Surtout, on m'a dit, lorsqu'il passait de chez eux vers Kibuye, ils ont vu des cadavres partout. Ils ont assisté à des scènes où les gens étaient massacrés. Et puis au retour, quelques mois après, eh bien, ça n'avait pas changé. Ils ont aussi vu des choses. Aujourd'hui, on ne voit peut-être pas justement instrumentaliser les malheurs d'Emmanuel Abaïsenga, mais sachez que, par exemple, le dossier du major en question, Okuli Kieyez ou Jean Damascène, que tout le monde connaît, eh bien, lui, il est allé là-bas, à Rwengera, et l'ami, d'ailleurs, Turquoise lui avait donné un véhicule pour faire le tour des camps et pour appeler les réfugiés, les déplacés de guerre, à rentrer dans leur commune d'origine. Donc, ils ont vraiment fait confiance, d'autant que ce major-là était de leur région. Enfin, en tout cas, ils le connaissaient. Ils le connaissaient peut-être pas de leur région, strictement parlé, mais c'est quelqu'un qui était connu. Et le ministre Bihozagara, membre du FPR, avait fait aussi le tour. Il s'est rendu à Kibuye pour convaincre les réfugiés de rentrer. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que pratiquement tout le monde est revenu au Rwanda. Non, il y a beaucoup qui ont quand même continué, qui ont dit on ne fait pas confiance, on poursuit notre route. Bon, j'ai parlé de toutes les personnes qui ne se sentaient pas coupables de quoi que ce soit pendant le génocide des Tutsis. En général, toutes ces personnes sont revenues disant, enfin, évidemment, il y en a qui ne se sentaient pas coupables, mais qui avaient peur du FPR et qui ont continué vers l'Est. Donc, oui, surtout les Rwandais qui venaient du Nord, qui n'avaient rien fait de mal, qui n'avaient pas commis de crime, mais qui avaient vu, qui avaient assisté au massacre commis par le FPR dans la région d'où ils venaient. Ils se sont dit, si le FPR arrive ici, il va réitérer les mêmes crimes, donc autant se sauver. Ils sont partis. Eh bien, eux, la famille d'Emmanuel Abaïsenga, ils ont choisi de rentrer à Gitarama. Et je pense qu'ils ont peut-être bien fait, puisque dans tous les cas, il n'y a pas eu comme telle des exactions à l'encontre de la famille. Sauf que, bon, vous savez, quand on commence à vouloir vous prendre vos terres, à vous menacer de ceci et de cela, effectivement, il y a des soucis. Pour un enfant de 13 ans, la peur des parents, naturellement, passe aussi par eux, par leurs enfants. Les enfants, Emmanuel, c'est peu dire de dire qu'il a été traumatisé. Et même après, quand il est entré dans la police, il semble qu'il a vu des choses, qu'il a vu, qu'il a écouté, qu'il a entendu des choses qui l'ont obligé à choisir, une fois encore, de partir ailleurs. Oui, certainement que ça ne l'a pas aidé si, avec son vécu, donc très marquant, il avait en plus expérimenté d'autres, donc a vécu d'autres expériences traumatisantes dans une police en qui il avait confiance, là où il allait pour essayer d'évacuer les démons de son ancien vécu, et que cela s'est ajouté dans cette police-là. Il y a d'autres actions, d'autres actes traumatisants, encore plus traumatisants. On le sait, ça se passe d'ailleurs après cette émission.
on va en faire aussi une autre émission avec Nyawanda, des actes de ces institutions qu'on dit de sécurité ou de pacification, mais qui sont plus craints, plus que des tueurs, donc dont l'image est devenue finalement l'image des tueurs plutôt que l'image des organes de sécurité. Donc, cela pour dire que certainement que pendant qu'il était entré dans la police, il a vécu d'autres expériences qui l'ont encore plus traumatisé que en plus de ce qu'il avait. Moi, je voudrais qu'on s'attarde un peu sur ce côté traumatisant de sa vie, de son histoire. Parce que personnellement, je me suis occupé des enfants orphelins après le génocide. Quand je le dis maintenant, je vois les yeux de ces enfants après le génocide. J'ai vécu avec eux, j'ai dormi avec eux. Je savais les cauchemars qu'ils faisaient. Je savais comment les calmer. J'ai essayé de leur trouver des aides psychologiques. Je sais comment ça a été difficile. Et pour le Emmanuel Senga, je pense que là où il est allé à sa colline natale, je n'ai pas d'informations, mais certainement qu'il n'a pas reçu une aide adéquate pour un enfant qui a vécu ces histoires. Bon, de toute façon, maintenant, on le connaît à travers notre émission, donc le début de notre émission. J'espère que chacun qui nous a suivis connaît Emmanuel Senga, connaît sa famille, connaît son parcours jusque dans la police. Et quand il a quitté la police, je pense, c'est que ça n'allait pas. Donc, alors, comme nous l'avons vu dans le communiqué de la famille, donc, il a quitté le pays craignant pour sa sécurité et il s'est réfugié en France. En France, l'accueil, comment est-ce que l'accueil a été? La famille n'a pas insisté là-dessus. Nous ne savons pas beaucoup de sa vie en France, mais je vais me servir d'un article, même si, je le répète avant de présenter cet article, même si la presse a écrit ce qu'elle savait, mais qu'elle ne savait pas beaucoup. Certainement que si la presse avait eu ce communiqué de la famille avant, la presse n'aurait pas beaucoup écrit des choses qu'il ne connaît pas avec la réalité. Donc, avec ce communiqué, c'est un communiqué donc, qui nous éclaire sur sa vie dans la paroisse, dans la communauté en France, des gens qui ont vécu avec lui, qui témoignent la personne qu'il était. Je pense que ça vaut le coup aussi de savoir comment il s'est intégré. Cela nous permettra de savoir si la vie qu'il a trouvée sur place en France, si c'était une vie vraiment qui l'aidait en tant que personne qui avait des blessures très profondes de la vie qu'il avait traversée. Voilà, je vous partage donc cet article. C'est un article. Aloïse, avant de partager l'article, oui. Parce que vous savez, les journalistes, moi je n'ai rien contre les journalistes, mais ils écrivent ce qu'on leur dit. Parfois sans même connaître la personne, sans connaître son environnement, et parfois ils ont des informations tendancieuses. Est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, si vous me laissez vous exposer l'itinéraire, le parcours d'Emmanuel quand il est arrivé en France? Après, les journalistes peuvent dire ce qu'ils veulent. Oui. Bon, donc, il est arrivé en France en provenance de pays d'Afrique australe, où il a essayé de vivre, mais difficilement. Il n'avait pas de moyens. Après, il a pu, avec l'aide des membres de sa famille se trouvant en Europe, eh bien, il a pu rejoindre la France.
On ne va pas pérorer aujourd'hui sur l'argumentaire qu'il a pu présenter, l'identité qu'il a pu présenter aux autorités françaises. En tout cas, il s'agissait bien d'Emmanuel Awaï Senga. Beaucoup de Rwandais, dans leur fuite, hein, ont parfois utilisé le mensonge pour arriver à leur fin. Vous savez, quand on fuit, je me rappelle qu'on nous disait que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Vatican avait créé une petite unité de fabrication de faux passeports pour laisser fuir les personnes recherchées par les nazis. Et même à un moment donné, ils ont fait fuir des nazis qui étaient des êtres humains. Et ils leur ont donné des passeports pour rejoindre les États-Unis ou le Canada, en tout cas l'Amérique latine. Moi-même qui vous parle, vous savez que pendant le génocide, j'étais parmi les autorités de la ville de Kigali. Tout à fait. J'ai fait des faux papiers, des faux documents pour beaucoup de réfugiés que j'ai envoyé des camions entiers. Pour les sauver. Pour les sauver. Et il y en a qui viennent même ici chez moi pour me remercier, les Tutsis qui viennent me dire merci pour ce que tu as fait, tu nous as sauvé la vie à nous et aux familles. Donc, je l'ai fait dans la ville de Kigali. J'ai cherché des véhicules, des gros bus de l'ONATRACOM qui les a amenés en Tanzanie. Et je les ai fait. J'ai fait des faux papiers pour dire que ce sont des Tanzaniens qui vont en Tanzanie. Ça, il fallait le penser. Il fallait surtout oser aussi le faire parce que... Mais la presse, parfois, vous avez une âme, vous avez connu cette situation, mais certains journalistes ne s'y attardent pas. Ils présentent un profil qui leur fait plaisir en disant c'est un faux, c'est un sans-papier, c'est un immigré irrégulier, ceci, cela. Alors qu'il a suivi un parcours, il est allé auprès des autorités françaises pour demander l'asile politique. Eh bien, il n'a pas eu ces papiers, il n'a pas eu le statut de réfugié, effectivement. Il a fait appel, il a été encore débouté, et puis jusqu'aux événements de la cathédrale. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'Emmanuel n'a jamais nié avoir incendié, ou en tout cas mis le feu dans la cathédrale. Il n'a pas brûlé la cathédrale comme tel, mais il a mis le feu quelque part et le feu s'est propagé à toutes les... Mais il n'a pas mis... il n'a pas versé, par exemple, d'éléments comme du pétrole, de l'essence pour brûler la cathédrale. Qu'est-ce qui l'a poussé? Moi, je pense que c'était un acte de folie. On ne vient pas du Rwanda pour demander l'asile politique, pour demander à être réfugié en France, pour demander l'asile, tout simplement. Et puis, un bon matin, se rendre dans une cathédrale pour l'incendier. C'est un coup de folie parce que, d'ailleurs, vous savez, on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui parce que c'est un dossier qui est en justice quand même. Hein. Mais Emmanuel, avant même de passer à l'action, il avait appelé au secours. Il avait envoyé plus d'une centaine de messages email à toutes les personnes qui comptent dans la paroisse où il vivait. Alors, pourquoi est-ce qu'Emmanuel vivait dans cette paroisse-là auprès de l'évêque, des autres prêtres qui étaient les dirigeants de cette cathédrale? Tout simplement, c'est qu'Emmanuel, c'est un garçon qui a vécu, il a passé toute sa vie dans une famille de chrétiens dont le centre névralgique était la paroisse de son village. Et en arrivant en France, il s'est dit, les seuls qui peuvent me comprendre, les seuls dont je parle le langage et qui parlent mon langage, ce sera l'Église catholique. Eh bien, à Nantes, il s'est confié à l'Église, en fait. Il a été accepté. Il a été intégré dans la communauté chrétienne de Nantes. Il avait même obtenu des fonctions quasiment officielles. Il était en charge de la sécurité de la cathédrale. C'est lui qui la fermait lorsque les cérémonies étaient clôturées, c'est lui qui l'ouvrait, c'est lui qui faisait tout. C'était une sorte de sacristain, en fait. On ne confie pas une cathédrale comme ça à un jeune homme excité ou un jeune homme perturbé a priori.
mais il semble qu'il ait vécu des événements qui l'ont perturbé aussi, à Nantes même. Il a subi des violences. Un jour qu'il sortait de la cathédrale, un jour où il venait de fermer l'église, en fait, il a été attaqué par quelqu'un qu'il a pris pour un prêtre, qu'il a violenté, qu'il a fait tomber. Et il faut savoir qu'Emmanuel avait déjà des problèmes d'ouïe, donc d'audition. Il portait un appareillage parce qu'il n'entendait pas bien. Si vous avez vu une photo où il était avec le pape à Rome, hein, Emmanuel portait cet appareillage-là. C'est pourquoi il s'approchait beaucoup du pape pour entendre ce que le pape lui disait. Donc, il avait quand même un handicap physique. Et ce n'est pas une raison pour incendier une cathédrale. Et de toute façon, nous, on n'est pas là pour l'excuser. On est là tout simplement pour répéter que c'est un être humain, que c'est un jeune homme qui a connu beaucoup de perturbations. Ceci dit, tous les Rwandais qui ont été perturbés, qui ont connu des traumas, qui ont vécu des traumatismes indicibles, n'ont pas incendié des cathédrales ou des églises ou des maisons. Ils n'ont pas... Mais, ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana, permettez-moi de vous dire ceci. Moi qui ai expérimenté, qui ai eu expérience justement avec des gens qui ont fortement perturbé par la période malheureuse du génocide et ce qui s'en est suivi, je vous dis que toutes les personnes ne le vivent pas de la même manière. Exactement. Toutes les personnes le vivent différemment. Il y en a qui ont, vous savez, même actuellement, je fais des émissions, je travaille, je rentre chez moi, je prends en charge ma famille. Mais il y a certaines personnes qui connaissent mon parcours, qui n'osent pas aller très loin dans notre relation. Ils se disent, mais Aloïse, avec tout ce que tu as vécu, on ne peut pas te faire confiance. Ce sont des amis qui me le disent. Moi, je dis, mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis bien, je suis bien portant. Ils me disent, toi, tu vois que tu es bien portant. Mais effectivement. Donc, je voulais souligner que ces expériences traumatisantes, on les vit très différemment et leurs effets ne sont pas chaque fois permanents. Je le dis vraiment parce que sans être spécialiste de la santé mentale ou des traumatismes, je l'ai expérimenté avec des gens qui ont vécu ces choses, ces atrocités, et j'ai vu sur le terrain comment ils se comportent. Je vous le dis parce que je le sais. Et donc, on ne peut pas juger Abaï Senga par le fait de brûler la cathédrale, enfin, que la cathédrale a été mise à feu par sa responsabilité. Sa responsabilité, il faut vraiment la trouver, la chercher et la trouver dans son vécu, dans son profil. Vous avez bien fait de nous dire comment il a été accueilli parce que même dans l'article que je vais vous montrer, c'est dans ce sens-là. Est-ce qu'il a été accueilli, est-ce qu'il a vécu dans une situation qui le met en thérapie avec ce qu'il a vécu, ou alors est-ce que certaines choses, vous avez bien fait de nous dire comment il a été accueilli, est-ce qu'il n'y aurait-il pas certaines situations, même en Nantes, qu'il aurait, au lieu de le mettre dans une position de thérapie, mais en position d'aggravation de ses blessures. Parce que là, vous parlez de... Il était calme, il était bien, il était... Très calme. Oui, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que les effets de ces
de ces atrocités ne sont pas, disons, plates. Il y a des moments de crise. Il y a des actes qui peuvent aller chercher dans votre profondeur et qui peuvent réveiller pendant une minute ou deux des choses. Moi-même, je sais certaines choses en quoi je commence à guérir parce que je me connais, je me connaissais et je me soignais. Par exemple, on peut avoir des oublis. Certaines personnes, une personne peut te parler selon la façon dont il t'a parlé. 1, 2, 3 heures après, tu tombes dans une période où tu oublies certaines choses carrément, évidemment, après certaines heures, ça peut se calmer en vous et vous redevenez normal. Et dans cette période-là, où votre traumatisme, donc le niveau a un peu remonté, vous pouvez faire des actes, vous pouvez faire des oublis, qui peuvent faire des dégâts aux autres sans que vous, votre personnalité, le sache. Donc, je voulais vraiment... Ça n'annonce pas ça, ça ne s'annonce pas. C'est comme vous l'avez dit, en période de crise provoquée, que ça se révèle. Parce qu'Emmanuel, jusqu'à l'incendie de la cathédrale, Emmanuel était le chouchou de tous les paroissiens de Nantes, y compris du curé, de l'évêque, de tous les prêtres de Nantes, des chrétiens, de ceux qu'il avait d'ailleurs accompagnés à Rome. Tout le monde disait, mais c'est le plus gentil des garçons. Maintenant, y compris le prêtre qui l'a tué, y compris le prêtre qui l'a tué. Et le fait de se présenter à la police, moi, je donne ce fait une importance capitale. Parce que pour lui se présenter à la police, c'est qu'il venait de constater qu'il a commis un acte qu'il regrettait, il se demandait comment il a pu oser faire ce qu'il a fait à quelqu'un qui lui a fait, qui l'a aidé dans sa vie. Et ça, et j'espère que la justice va en tenir compte. En tout cas, si je devais témoigner de la vie ou de l'état de santé des personnes qui ont vécu les traumatismes de ces périodes-là, j'aimerais vraiment aider la justice à comprendre certaines choses. Parce que moi, personnellement, non seulement je les ai vécues, mais aussi j'ai aidé d'autres gens à traverser certaines situations. Il y a un aspect dont on n'a pas parlé, dont on ne parle pratiquement jamais, c'est l'attitude de ses compatriotes à son égard. Parce que là aussi, c'est pas évident quand vous arrivez dans un pays et que tout le monde se méfie de vous, les uns parce que vous avez été dans la police rwandaise, et qu'ils jugent donc que vous êtes un espion, qu'ils vous donnent l'étiquette ethnique qui n'est même pas la sienne, que la vôtre, mais qu'ils vous jugent à partir de là. Et les autres, vous avez suivi le communiqué de la communauté rwandaise de France au lendemain de l'incendie de Nantes, de la cathédrale. Eh bien, la communauté des rescapés Tutsis de France, ils ont sorti un communiqué aussi déplorable que méprisable, où ils ont commencé à l'étiqueter, que c'est un enfant de génocidaire, des choses comme ça. Aujourd'hui encore, les milieux du gouvernement rwandais ont commencé à lancer des bruits en disant que son père a été condamné pour génocide, ce qui n'est pas vrai. Il n'a jamais été poursuivi pour génocide. Qu'un de ses oncles purge une peine de prison à perpétuité, ce qui n'est pas vrai. Ni du côté maternel, ni du côté paternel, il n'y a d'oncle d'Emmanuel en prison, pour génocide en plus. Et donc, il est rejeté de toutes parts, rejeté par ses compatriotes et qui le lui font sentir, même si du côté de Nantes, on m'a dit que les Rwandais, même s'ils n'étaient pas proches de lui, même s'ils ne lui montraient pas, mais ils se méfiaient, ils s'éloignaient de lui quand il apparaissait. Et Emmanuel avait choisi tout simplement de rester
avec les milieux de l'Église, sans plus, sans aller vers les autres Rwandais. Et c'est très déplorable. En même temps qu'il subissait ces brimades, il était devant ce repoussoir par ses propres compatriotes. La France refusait de lui donner les papiers. Et Emmanuel n'a jamais cessé de penser, me dit-on, hein, c'était vraiment une obsession. Il avait peur d'être extradé vers le Rwanda, alors que, comme vous le savez, puisque je vous ai déjà entendu interviewer un ancien policier rwandais qui raconte des choses incroyables. Donc Emmanuel se disait, si jamais je rentre au Rwanda, ils vont penser que j'ai donné des témoignages à charge, que j'ai raconté ce que la police rwandaise a fait contre mes compatriotes, contre telle ou telle personne. Et donc, on lui il avait coupe vraiment tout une peur simplement, bleue. excusez-moi le terme, hein, une fois au Rwanda, si tu as été un policier qui a déserté, qui a été vraiment dans le fond des exactions que commet la police au Rwanda, tu as été témoin de certaines choses et qu'ils te rattrapent encore une fois. Non, chacun peut En tout comprendre. cas, le phénomène peut-être sur lequel nous devons insister, c'est cette attitude de nos compatriotes de vouloir à tout prix ranger les gens dans des cages, regarder la tête de quelqu'un, parfois même sur base d'une fausse photo. Tiens, tout à l'heure, avant d'entrer en studio, j'ai suivi un reportage de Vénus Nshimiyimana de la Voix de l'Amérique. Eh Oui, bien, on l'a suivi, nous voilà. l'avons suivi et Là, notamment, il a parlé à en une venir. personne que l'on confond avec Emmanuel Abaïsenga, qui s'est affublé du nom aussi de Emmanuel Abaïsenga sur Facebook, a-t-il dit, il a reconnu ça, mais qui est au Rwanda, qui n'a jamais quitté le Rwanda, qui ne connaît pas, qui ne connaît aucun autre pays étranger. Mais c'est cette photo qui circulait et qu'on voulait nous faire croire que cette personne-là était Emmanuel Abaïsenga. C'est quand même extraordinaire. Et avec ça, bien sûr, on dit si Emmanuel est celui-là, donc il est comme ça, donc il est comme ça. C'est Nous avons, dommage. Il faudra que les Rwandais nous sachent que. avons nous avons un auditeur qui s'appelle Espérance M. Hein, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais c'est une personne qui vient de témoigner ici et qui écrit: Monsieur l'ambassadeur, sans vous faire peur, des fois, moi aussi, j'ai envie d'incendier toutes ces soi-disant églises parce que ça représente une honte pour notre humanité. Bon. Voilà. Écoutez, moi, je vais lui suggérer de ne plus penser à cet acte-là parce que d'abord, ça ne lui apporte rien de bon. C'est un acte de désespoir et qui peut la conduire, cette dame-là, très, très loin. Il vaut mieux commencer à vivre normalement parce que si tout le monde devait prendre sa torche pour aller incendier une église ou pour aller assassiner quelqu'un, eh bien, l'image du Rwanda et des Rwandais serait définitivement ternie. Et ce ne serait bon ni pour nous qui sommes à l'extérieur, ni pour nos compatriotes qui sont au Rwanda. Bah, excusez-moi encore une fois. Enfin, c'est un sujet très sensible pour moi. Je vais essayer parfois de vous aider dans votre réflexion parce que j'en connais vraiment un rayon dans ce domaine. Parce que, vous dites, si tout le monde qui a des blessures se mettait à... Voilà, c'est bien. Madame ou mademoiselle Espérance M, je la remercie vraiment d'extérioriser. Elle ne dit pas pourquoi elle n'est pas passée à l'acte. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne le vit pas de la même manière. Mais le fait de l'extérioriser, de se sentir qu'on est malade, qu'on a... c'est un début de la guérison. Voilà.
C'est Mais bien le qu'elle problème, parle. c'est que le montrer en sortant le mauvais côté des choses, hein, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas une façon de guérir, au contraire. Ce n'est pas de sa volonté de sortir son mauvais côté des choses, ce qu'elle ressent parfois, parce qu'elle dit, c'est à certaines périodes. Euh, je crois que il est mieux de prendre cela pour une maladie. C'est une maladie qui ne fait pas honte à dire ou à révéler. Je vous dis que moi aussi, j'ai eu des choses auxquelles j'ai lutté pour, enfin, j'étais informé pour certaines choses. Je luttais, mais c'était à moi. Pourquoi ça venait à moi? Est-ce que je le voulais? Non. C'est pas qu'on le veut ou pas. On a certaines périodes où, parce que on a vécu, on vient de parler avec quelqu'un qui vous a réveillé, qui vous a touché au fond de vous une certaine blessure et que euh, quelques heures, quelques jours après, vous pouvez vous sentir avec des idées parfois qui ne sont pas bien. Et pouvoir le dire, pouvoir l'avouer de façon crue, je vous dis que c'est le début. Je ne suis pas spécialiste Non, de non, ça. je suis tout à fait d'accord avec vous, Aloïse, mais Mais elle dit la réponse, comment elle se sent parfois. Elle se la sent. réponse que nous, on doit donner à ces personnes-là, c'est leur conseiller de voir les bonnes personnes pour ne pas passer à l'acte. C'est-à-dire que, vous voyez, Emmanuel, par exemple, moi, dès le départ, honnêtement, j'avais dit c'était un coup de folie. Parce qu'un Rwandais normal, moyen, hein, n'incendie pas une cathédrale. On a vu des églises tomber sous les coups des miliciens, sous les coups du FPR pendant la guerre. Le FPR a tué beaucoup de gens dans les églises, y compris les évêques de Lokurazo. Mais les miliciens qui assassinaient les Tutsis, ils ont aussi attaqué des églises, ils ont tué beaucoup de prêtres. Donc cela, c'est un temps exceptionnel. Mais une fois qu'on a passé le cap, une fois qu'on s'est tiré d'affaire, Mais cela, c'était notre, si vous le permettez, c'était notre répertoire. Oui, Hein, parce tout à fait. que Mais je parle maintenant des victimes, des personnes qui sentent il y a monter en des elles. choses politiques, Moi, je ne peux pas leur dire c'est bien, des crimes. exprimez-le, dites-le. Non. Moi, je leur conseillerais de voir les psychiatres. Comme je pense que la justice française a été un peu lente par rapport au cas d'Emmanuel. Moi, dès le départ, j'avais exprimé ça acquis de droit en disant c'est un coup de folie, il faut plutôt le faire soigner, le poursuivre après peut-être, mais le faire soigner tout de suite. Non, on a mis en priorité l'aspect judiciaire de la chose. Il a incendié une cathédrale. Alors qu'il fallait peut-être aller plus loin. Eh bien, il vient de faire un séjour d'un mois dans un centre psychiatrique. Et là, la procédure judiciaire a été suspendue précisément pour donner priorité à cet aspect de la chose. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est ce que nous devons dire à nos compatriotes. Ceux qui sentent monter en eux des pulsions criminelles, parce que c'est des pulsions. Même si je ne suis pas un psychiatre, mais bon, en criminologie, quand j'apprenais la criminologie à l'époque, on parlait du thème pulsion du criminel. Je pense que, en tant que parent, moi, je vous ai dit que mon fils est né à 1 an de plus qu'Emmanuel Awaï Senga. Quand il me dira qu'il sent des pulsions à cause de ceci ou de cela, je lui dirai tout de suite, tu recherches le premier psychologue ou tu vas dans un centre psychiatrique pour te faire traiter. Et dire quand même que ce n'est pas bien, éventuellement de penser à tuer ou à incendier une église ou une cathédrale. C'est vrai qu'on a été très, très déçus par l'attitude de l'Église catholique, mais l'Église catholique aussi a souffert de notre barbarie. L'Église catholique a été frappée de plein fouet par le génocide et par tous les massacres qui ont eu lieu dans notre pays. Mais on n'en est pas là aujourd'hui pour parler de l'Église catholique. Je pense que Emmanuel Awaï Senga, enfin, est entre les mains des services chargés de l'aider à s'en sortir.
Après, la justice va poursuivre son œuvre. Et d'ailleurs, même dans le communiqué de la famille, vous voyez, ils mettent toute leur confiance en la justice, et en la justice qui a décidé finalement de laisser les psychiatres faire leur travail. Et puis après, on verra. C'est un peu comme le cas de Kalasila. Kalasila, c'est autre chose parce qu'il n'avait pas de pulsion pour faire du mal. Mais le gouvernement rwandais et la justice rwandaise ont décidé qu'il Mais on ne sait jamais. Hein. considéré comme un fou. Mais on ne sait jamais. oui, c'est sûr, c'est sûr. Lui, il a eu des bonnes pulsions. Il s'est dit, puisque j'ai des frustrations énormes, puisque j'ai des problèmes, j'ai des traumatismes, je vais les utiliser pour m'exprimer et pour la défense des droits des plus... Il était suivi, il s'est fait suivre par les services psychiatriques. Exactement. Il a été longtemps soigné pour des dépressions profondes. Vous savez, c'est quelque chose qui se manifeste différemment. J'avais plus de 700 enfants traumatisés par le génocide. Vous voyez, parmi les 700 enfants, chaque enfant était atteint de façon presque unique. Tout à fait. Et il n'avait pas des comportements uniques, il n'avait pas des comportements similaires, identiques, non. Même dans la vie, les réactions, parce que c'est pourquoi je disais à Madame ou Mademoiselle Moukache, Espérance, pardon, que le fait d'en parler, ça va l'aider à trouver des remèdes, des personnes qui peuvent l'aider. Alors, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, Aloïse, j'aimerais dire un mot, m'adresser aux Français aussi, notamment à certaines personnalités politiques françaises qui ont sauté sur l'affaire d'Emmanuel pour l'instrumentaliser sur le plan de la politique intérieure, pour s'attaquer au gouvernement actuel, le gouvernement aussi pour... Bref, en tant que représentant du groupe d'initiative France-Rwanda et de mon association en France, ce que je dis là, c'est un point de vue personnel, mais qui est partagé par beaucoup d'entre nous. L'attitude de vouloir pointer du doigt la responsabilité des immigrés, dire qu'Emmanuel a sans doute incendié la cathédrale, qu'il a tué le père maire, parce que tout simplement, il n'a pas été expulsé de France, c'est vraiment un faux problème, c'est une fausse question. D'abord, je veux insister sur le fait qu'en France, il y a aussi des criminels. Il y a des Français qui ont fait pire qu'Emmanuel. Il y a des Français de souche, voire des Français membres de la haute noblesse française, hein, de ce qu'on appelle la noblesse existante depuis des siècles, hein, qui ont commis des crimes. Le plus récent et le plus connu d'entre eux, c'est l'assassinat par un certain Dupont de Ligonnès de toute sa famille, sa femme, ses enfants, et il les a enterrés sous la terrasse de sa maison pour disparaître. Ce n'était pas un immigré en attente de papier. Il y a beaucoup d'autres criminels en série. En France, tout le monde connaît le cas de Holm, tout le monde connaît l'histoire d'Émile Louis. En Belgique, vous avez votre Dutroux. Ce ne sont pas des réfugiés rwandais en attente de papier. Donc, il ne faut pas instrumentaliser l'affaire Abaï-Senga pour régler des problèmes internes aux Français. Dire que Emmanuel a fait ceci, a fait cela parce qu'il n'a pas été expulsé, prétendre même qu'il aurait dû être expulsé après l'incendie de la cathédrale, mais c'est faire preuve de méconnaissance du droit et de la procédure judiciaire en France. Une fois qu'il est entre les mains de la justice, le ministre de l'Intérieur ou même le président de la République française n'a pas la possibilité ni la capacité de l'expulser. Il est entre les mains de la justice, une justice indépendante. Donc, le reste, c'est de l'instrumentalisation. Le reste, c'est une façon de... Certains disent même que c'est une forme de xénophobie ou de racisme qu'on ne veut pas dire ouvertement.
Ce n'est pas parce qu'Emmanuel n'a pas reçu son statut de réfugié qu'il a fait cela. Il a des problèmes psychiatriques. C'est un être humain. La justice a décidé de le mettre entre les mains des psychiatres ou d'un centre de psychiatrie pour le soigner. Qu'on arrête donc d'utiliser son nom à tort et à travers. Je dirais la même chose aux journalistes français dans certains médias, dans certains journaux, qui écrivent n'importe quoi, qui écrivent toutes ces fausses nouvelles, ces fake news, d'un père qui a été condamné pour génocide après sa mort. Enfin, un journaliste français moyen devrait savoir que la justice, après la mort de quelqu'un, même si, à supposer même qu'il y ait une action en justice, elle s'éteint automatiquement. On ne va pas lancer des poursuites, juger et condamner quelqu'un qui est mort. Ça n'existe nulle part. Même en droit rwandais des gachacha, ça semblerait franchement contraire à la bonne logique. C'est pas possible. Un oncle qui croupirait en prison, qui aurait été condamné. Ça a été véhiculé par certains titres que je ne citerai pas ici, des journaux connus de la grande presse française. Ouais. Oui, c'est ce que je essaie disais. de démentir. Le problème, c'est que quand on essaie de démentir, ils n'en prennent pas compte. J'espère quand même qu'ils vont bien recevoir le communiqué de la famille et qu'ils vont respecter nos compatriotes, la famille d'Emmanuel, qui souffrent énormément de l'affaire de leur fils ou de leur cousin ou de leur petit frère ou de leur neveu. Donc, c'est un message que nous allons le faire savoir, nous allons aussi envoyer des messages à la presse française pour, à partir du communiqué de la famille, nous allons essayer de remettre les choses en place. Mais la presse française, comme beaucoup d'autres presses étrangères, ne se contredit jamais. Quand elle a commis une erreur, quand elle s'est trompée dans un article, elle ne change jamais pour ne pas éventuellement attenter à sa crédibilité, malheureusement. Ce n'est pas très civilisé tout ça. Ce n'est pas très civilisé. C'est ce que je disais en commençant cette émission, qu'il ne faut pas annoncer, il ne faut pas juger quelqu'un avant d'avoir l'information juste. Bon. Je suis journaliste peut-être, mais même une personne tout à fait normale, sensée, c'est que la calomnie, les mensonges, salir l'image de quelqu'un, et tout ça, ce sont des infractions, ce sont voire même des crimes, parce que ça peut arriver à créer des situations même de crimes. Je devais vous donner un exemple. Un jeune garçon dans Ngororero, vous voyez, c'est vraiment loin de Muhanga, où Emmanuel Abaïsenga est né. Ouais. Alors, ce jeune, comme ça, par une petite folie de jeunesse, est allé créer un profil sur Facebook et il s'est appelé Abaïsenga Emmanuel. Et pourtant, ce jeune, son vrai nom, c'est Nora Gourgoua Emmanuel. Mais si vous voyez les dégâts que cela a fait, parce que les gens, ils ont pris sa photo de profil qu'il a postée, sa vraie photo, bon, sa vraie photo, la vraie photo de Nora Gourgoua Emmanuel, ils l'ont pris sur son profil et ils l'ont mis dans tous les journaux et sur tous les réseaux sociaux à Abaïsenga Emmanuel, parce qu'il s'était donné un nom sans penser que ce pseudo, hein, donc il s'est donné un pseudo sans penser que ce pseudo pouvait correspondre avec la réalité de quelqu'un d'autre. Et les dégâts que cela a causé, c'est que ses propres photos sont allées sur la vraie personne pour laquelle
et il s'est donné son pseudo. Et voilà, il est devenu, à Ngorohero, il est devenu recherché. Et les gens se sont dit, voilà, tu es devenu criminel, on a vu ta photo, tu as incendié ceci, tu as fait cela. Et bon, maintenant, il commence à paniquer et il commence à se justifier devant les journaux. Il dit non, c'est pas moi, non, c'est pas moi. Voilà. Le problème, c'est que justement, l'interview dont je parlais du journaliste Vénuste Nshimiyimana, c'est avec ce jeune homme qu'il parlait. Il l'a appelé au Rwanda et Emmanuel du Rwanda, qui n'est pas à Baïsenga, a essayé de se justifier. Mais on se demande pourquoi il a pris ce nom. Parce qu'il l'a pris en sachant qu'il y avait un Emmanuel Abaïsenga qui a incendié la cathédrale. Oui, vraiment, je voulais conclure il faudrait en savoir un peu plus quand même. Il faut essayer de faire attention. Il faut essayer de faire attention, de savoir la vérité sur ceci ou cela avant de pouvoir agir, porter un acte quelconque ou de juger. Et faire attention à donner un véritable et unique profil à la juste personne. Parce que si vous devez faire des jugements comme ces politiciens français qui disent des choses, font appliquer, parlent des lois qui devraient s'appliquer, alors que ce n'est pas le profil, c'est pas le profil sur lequel ces lois devraient s'appliquer. Donc, c'est qu'ils ont enfreint justement cette règle que je disais, ne pas juger, ne pas donner une image à quelqu'un. D'abord, chercher l'information, la bonne information, prendre des mesures de vérifier cette information auprès des personnes qui peuvent vous la donner, et ainsi, même en émettant des réserves, essayer d'avancer de cette manière-là. Mais actuellement, il y a les réseaux sociaux, il y a les Twitter, il y a bon, chacun, il saute sur un Twitter, il lance sa bombe à lui, croyant qu'il se fait bien remarquer. Il y a aussi de la malveillance, Aloïs. Ça peut faire des dégâts, voilà. Il y a de la malveillance. Vous savez, depuis le départ, après l'affaire de la cathédrale, il y en a qui ont lancé ces images, ces photos, qui ont donné un faux profil d'Emmanuel. Nous avons essayé de corriger, de dire, écoutez, vous vous êtes trompé, ce n'est pas sa photo. Eh bien, là maintenant, ce sont les mêmes qui reviennent avec les fake news, avec des fausses photos, des fausses images. Les mêmes personnes. Donc là, on ne peut pas penser qu'il s'agisse d'ignorance, de ceci ou de cela. C'est de la malveillance. Et c'est des compatriotes à nous qui sont en train de faire circuler ces images, avec tout ce qu'il y a comme commentaire. Lorsque les gens veulent régler leur compte sur le dos d'un jeune homme comme ça, qui a des problèmes psychiatriques avérés et qui ont été reconnus par la justice française et par les services justement psychiatriques du pays, je crois qu'il y a de la malveillance, et c'est peut-être le dernier mot qu'on peut adresser à nos compatriotes, Aloïs, qu'on cesse vraiment qu'on cesse de nous pourchasser. Quand quelqu'un fait une erreur ou une faute carrément, il y a certains qui disent « Ah, c'est sans doute un Tutsi qui l'a fait ». Et dans les milieux Tutsi disent « Ah, ça ne peut être qu'un Hutu génocidaire ». Sans, au préalable, chercher à avoir la bonne information. Ça n'honore pas la communauté rwandaise, ni celle de l'étranger, ni celle du pays. Ce n'est pas une leçon que je donne. C'est un constat tout simplement que parfois on se dit, mais est-ce que nous, on n'est pas des malades aussi? Oui, un bon constat qui est valable autant pour les Rwandais que pour les Français, que pour les personnes. C'est la même démarche en fait. Oui, oui. Certains Français disent, ça ne peut être qu'un étranger, ça ne peut être qu'un immigré. Mais moi, j'ai parlé de politiser. Ils trouvent
tout ce qu'ils trouvent et selon leur ligne de vision, ils politisent, ils embellissent, ils y mettent une couche qui prouve qu'ils ils ont raison, qu'ils sont dans la bonne voie. Voilà. C'est une voie qui n'est pas juste et qui peut faire des dégâts dont on ne peut pas mesurer. Qui fait déjà des dégâts, qui fait des dégâts. Oui, 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 qui fait des dégâts dans le cas de Senga. Voilà, je pense que... On pourra y revenir, Aloïse, on pourra même éplucher au fur et à mesure, parce que ça ne cesse pas, il y a la presse française, il y a la presse internationale qui va continuer à faire des articles. Je suggère qu'on y revienne et qu'on envoie nos messages à qui de droit et que, pour finir, peut-être, on voit même les auteurs de ces articles malveillants. Vous avez bien fait de le souligner et je loue la démarche de la famille d'avoir fait un communiqué de presse que ce communiqué soit répercuté par la presse, comme Radio Omori vient de le faire, comme d'autres presses, et évidemment, essayer de mettre les gens sur les bons rails, parce que cette histoire est venue, a commencé en allant dans toutes les directions. Je pense que la meilleure façon d'aider la famille, la meilleure façon de rendre justice au père Olivier Maire, qui a eu confiance en Emmanuel jusqu'au bout. La seule façon d'aider les religieux et les membres de la famille du père Olivier Maire, c'est de mettre les choses dans le droit chemin, sur les bons rails, afin que chacun s'y sente dans son, disons, à sa place. Surtout qu'on évite de politiser, d'exagérer, de juger de tels actes de certaines personnes sans vraiment les connaître. Donc, Monsieur l'ambassadeur d'Angleterre, Jean-Marie Vianney, je pense que nous allons tendre vers la fin de notre émission. Même le communiqué, ce qu'il voulait montrer, on l'a bien expliqué ici, je ne vais plus le montrer. C'était seulement pour montrer le profil d'Emmanuel Abaï Senga, sa vie quand il est arrivé pour s'intégrer dans la communauté de Nantes. On en a parlé, le communiqué n'ajoutera rien. Donc, je voudrais vous demander de faire une petite conclusion sur l'affaire que nous venons de développer. Ça fait déjà 1 heure ici à la radio Omori. Quelle conclusion peut-on tirer et surtout quel soutien la famille, parce que sa famille aussi est certainement dans l'embarras. Il y a ceux qui sont en Belgique, comme vous l'avez dit, ceux qui sont au Rwanda, hein, parce que cette affaire va jusqu'au Rwanda, au fond du Rwanda, il a certainement des frères là-bas, ou c'est pas moi, en tout cas les membres de sa famille. Donc, ils ont besoin d'être entendus et d'être soutenus. Alors, je vous cède la parole pour une conclusion qui peut aller dans le sens de l'émission. Je vous remercie beaucoup. Bien sûr que le porte-parole de la famille a signé ce communiqué, mais il m'a autorisé aussi à vous en faire part. Je pense que le meilleur service qu'on peut rendre à Emmanuel Abaï Senga et à sa famille, c'est d'être sérieux avec cette affaire-là, de ne pas prendre ça à la légère. Ce n'est pas un fait divers ordinaire, ce n'est pas un fait banal, parce qu'être accusé d'avoir incendié une cathédrale en France, parce qu'en France, la cathédrale a tout un autre sens symbolique, et après d'avoir assassiné un prêtre
un prêtre qui était devenu un ami d'Emmanuel. C'est vraiment celui-là qui l'a beaucoup aidé pendant tout son séjour à Saint-Laurent sous Sèvres. Eh bien, ce n'est pas banal et je demanderai à nos compatriotes d'arrêter de faire circuler des fake news, des fausses nouvelles, des fausses informations, surtout quand elles ont comme effet de transformer la réalité aux dépens d'Emmanuel Abaï Senga et aux dépens de sa famille. Que ce soit les réfugiés rwandais eux-mêmes qui ont choisi de le présenter comme un jeune enfant soldat qu'il n'a jamais été, appartenir à la police rwandaise, ce n'est pas un crime. Il y a des milliers d'autres jeunes Rwandais qui sont dans la police, dans l'armée. Nous avons des frères, nous avons des petits frères, nous avons des neveux, des nièces qui sont membres de la police. Même si nous critiquons par ailleurs les actes anti-peuple auxquels cette police s'adonne chaque jour. Nous critiquons, mais tous les policiers rwandais ne sont pas à mettre dans le même sac. Quelqu'un a dit que même tous les miliciens Interahamwe n'étaient pas des criminels, et je le crois. Tous les membres du Front patriotique rwandais ne sont pas des criminels, et je le crois. Donc, qu'on cesse vraiment d'essayer de profiter d'instrumentaliser l'affaire d'Emmanuel pour régler des problèmes politiques entre les Rwandais eux-mêmes ou entre les Français et les Français ou entre les Françaises et les Rwandais. C'est le message que je donnerai. Je n'irai pas dans les détails, mais les Rwandais savent comprendre ce que je veux dire. Et surtout, qu'en propageant des fausses nouvelles, on peut aussi être susceptible de poursuites judiciaires. La famille est là, elle a regardé, elle a suivi tout ce qui s'écrivait. Maintenant, elle a une position claire qui peut lui permettre éventuellement de porter plainte. Et surtout, nous, on n'a pas d'intérêt à torturer. Imaginez si Emmanuel Abaï Senga pouvait lire tout ce qui s'écrit sur lui, tous les mensonges qui circulent et qui sont propagés par les Rwandais, ses frères, ses sœurs. Ça, déjà, ça peut provoquer d'autres drames parce qu'il est aujourd'hui patent et accepté qu'Emmanuel a plutôt des problèmes psychiatriques, qu'on laisse aux responsables de le soigner et de le juger quand le moment sera venu. Tout ce que je peux dire d'autre en parlant à la justice française, c'est qu'un homme comme Emmanuel, on ne le transfère pas au Rwanda, on ne l'extrade pas. Il a fui le Rwanda sans avoir commis de crime et parce qu'il avait peur pour sa vie. Pourquoi l'extraderait-on? Parce qu'il est malade? Ce serait un acte inhumain d'extrader un malade qui vient de passer 10 ans en France, qui a voulu se mettre sous la protection du gouvernement français, et tout simplement parce qu'il est malade, on l'expulse et on l'envoie à un gouvernement qui peut, à la limite, le faire disparaître, comme il le fait régulièrement à beaucoup d'autres jeunes de la même catégorie qu'Emmanuel. L'exemple qu'on peut donner, tout à l'heure on en a parlé, c'est celui de Aimable Karasira, qui est en prison parce que tout simplement, il a fait des critiques à l'égard du gouvernement rwandais. Et on voudrait aujourd'hui, semble-t-il, l'envoyer dans le centre psychiatrique de Ndera, alors qu'en fait, il n'a pas le même niveau de pulsion que... Il n'a même pas de pulsion criminelle, Aimable Karasira. Au contraire, on veut le faire taire et imaginer un jeune comme Emmanuel Abaï Senga, s'il arrivait entre les mains du FPR, avec toutes les informations qu'il a détenues et qu'il a peut-être confiées à certains services en France, on ne sait pas. Donc, au gouvernement français, à ses services judiciaires et aux services chargés de l'accueil des étrangers, je demanderais tout simplement de garder Emmanuel, de le faire soigner, c'est un être humain, et peut-être de réexaminer vraiment son cas pour lui permettre de vivre en France où il peut accéder à des soins. On a besoin qu'il vive et qu'il sache qu'un jour, il a commis des crimes, qu'il sache qu'il a incendié la cathédrale, qu'il en soit conscient et qu'il trouve son salut dans ce qu'il aimait le mieux, dans la prière,
et dans le don de soi, parce qu'Emmanuel, c'est un garçon qui, j'ai parlé avec son avocat, j'ai parlé avec des gens qui l'ont connu à la cathédrale. Il paraît qu'il avait vraiment comme vocation le don de soi au service des autres. Et donc, ce n'est pas un animal sauvage qui a fait du mal parce qu'il l'a voulu. Non, c'est tout simplement parce qu'il a des problèmes psychiatriques. S'il doit être condamné, qu'il le soit, mais qu'il soit soigné d'abord. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur l'ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, d'avoir été avec nous, de nous avoir apporté des éclaircissements, beaucoup d'éclaircissements sur une situation qui était au départ peu claire, ou voire orientée, une situation qui avait été orientée dans tous les sens. Vous nous avez aidé de le remettre, de lui donner une orientation, de le remettre sur le bon rail. Je vous remercie pour votre disponibilité, mais pour lui mettre du mien, un peu du mien, je voudrais conclure en disant que, en soulignant encore une fois le caractère profond, le caractère sérieux du cas d'Emmanuel Abaïsenga. C'est, comme vous l'avez souligné, c'est un cas à prendre très au sérieux parce que c'est un humain d'abord, un humain qui a fait, même si ce sont des actes qui ont porté à conséquences, qui les aurait commis pas dans son, en n'étant pas dans son état normal. Et cela, je l'affirme parce que nous avons détaillé son profil et son parcours et son histoire. Quelqu'un, même un spécialiste qui dirait que c'est quelqu'un qui n'avait pas de blessures, il se tromperait, ça c'est certain. Et j'ai mis un souhait pour terminer, que vraiment la justice française considère tout cela avec toute la profondeur que cela exige. Et je suis certain que Emmanuel Abaïsenga, qui s'est senti coupable et honteux de ce qu'il a fait et qui est allé se dénoncer à la police, c'est qu'il avait mal de l'accepter lui-même. Donc, l'accuser très sévèrement, ce serait vraiment enfoncer une plaie dans ses propres blessures, dans les blessures d'Emmanuel. Et la justice a pour mission, normalement, de considérer tout ça et de rendre justice en essayant de réparer aussi les maux qui ont été causés. Et parmi les maux causés, ce sont les blessures d'Emmanuel aussi qu'il faut considérer. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée chez vous, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney, et à la prochaine émission. À vous de même, cher Aloïs Simonga, merci beaucoup et aider la famille à faire passer le message qui est contenu dans le communiqué de presse. Vous en avez la possibilité, vous en avez la volonté, je le sais. Et je m'adresse aussi à tous les journalistes rwandais qui travaillent comme vous dans les médias, sur YouTube ou dans la presse écrite ou ailleurs, qu'ils considèrent vraiment leur action en faveur d'Emmanuel, non pas pour nier ce qu'il a fait, mais pour le soutenir moralement et pour que la justice travaille sereinement sur son cas. Merci beaucoup. Merci et à la prochaine, ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Ok, merci beaucoup.